Ligne droite, la table ronde, Marie Falicon. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Plus de 10 ans après l'avènement de l'État islamique en Irak et au Levant, quel sort est réservé aux combattants de Daesh, aux nombreuses mères françaises et aux enfants français qui les ont suivis en Syrie ou qu'elles ont donnés sur place aux soldats de l'islam? Ces dernières années, la question du rapatriement se pose, de leur poursuite pénale et de leur réintégration au cas échéant à la société. En janvier 2023, la France rapatrie 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Quelques mois plus tard, en juillet 2023, la France rapatrie à nouveau 10 autres femmes âgées de 23 à 40 ans et 25 enfants. Nous sommes 5 ans après la chute de l'État islamique et au total, on compte plus de 300 enfants de djihadistes rapatriés sur le sol français. Avant-hier, un nouveau reportage grand format de France Info présentait les coulisses de ces camps du nord-est syrien. Ils estiment à plus de 30 000 les enfants de djihadistes qui y grandissent et parmi eux, une centaine de Français. Ce sujet est donc crucial pour nous. Voici un extrait, je voulais vous citer pour introduire notre émission. Dans un centre de réhabilitation, le centre Houri, une douce mélodie s'échappe de l'établissement. Depuis des mois, le jeune Assadoullah, 18 ans, dont 6 enfermés ici, s'entraîne sur un synthétiseur usé au fond d'un couloir. Le jeune homme, aux yeux tristes, confie « Ça m'aide, la musique. Mon préféré, c'est Frédéric Chopin ». Le jeune Français a grandi à Brétigny-sur-Orge, en banlieue parisienne, et son père tchétchène l'a enlevé à sa mère quand il avait 8 ans. Il est détenu ici depuis qu'il a 12 ans. Voilà, c'était évidemment un extrait donc de ce reportage de France Info pour poser le cadre et pour qu'on comprenne un peu tous les enjeux de ces enfants dans les camps. Véritable drame humain, technique de taquilla, la question se pose. Alors que faut-il en penser? Eh bien, on y répond pour cette table ronde avec nos invités Benjamin Blanchard et Pierre Martinet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Pierre Martinet, vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, vous êtes ancien agent du service action de la DGSE et auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte. C'était en 2022 aux éditions Mareuil. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste de l'islam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Benjamin Blanchard, vous êtes directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient qui agit évidemment sur le théâtre moyen-oriental. Vous êtes patron d'émission sur Radio Courtoisie. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Donc avant de parler évidemment de ces rapatriés, on va parler des camps pour que tous nos auditeurs comprennent bien le cadre dans lequel s'inscrit ce sujet. Donc il s'agit donc de quelques dizaines de milliers de femmes et enfants actuellement détenus dans des camps du nord-est de la Syrie sous l'autorité kurde. Benjamin Blanchard, ma première question est pour vous qui connaissez bien la Syrie. Pourquoi la gestion des camps a été confiée aux Kurdes? Alors tout simplement parce que ces camps sont situés dans la zone nord-est de la Syrie, donc qui est une zone autonome, séparatiste, aux mains d'un parti kurde, qui est lui-même en fait proche d'une émanation du PKK, le Parti des travailleurs kurdes d'Abdullah Öcalan. Et cette zone est en fait sous paratonnerre, sous protection américaine. Et pendant longtemps, il y avait aussi des troupes françaises, je sais pas si d'autres. Et donc, en tout cas, c'est soutenu par les armées occidentales, et ce qui ne manque pas d'être évident, puisque ce même PKK, donc ce parti des travailleurs kurdes, qui est l'ennemi de la Turquie, puisque c'est la rébellion qui est active dans le sud-est de la Turquie, donc la Turquie membre de l'OTAN, donc ce même PKK est classé comme organisation terroriste par l'Union européenne et bon nombre de pays occidentaux, mais son émanation dans le nord-est syrien et un allié des mêmes occidentaux. Donc voilà, c'est une des contradictions de la région, et ça n'en est qu'une, puisqu'il y en a bien d'autres. Et alors Pierre Martinet, sur ces camps justement sous autorité kurde, quel est leur champ d'action? Comment se passe la gestion des camps de ces milices kurdes, alliées, on l'a compris, sous protection américaine, alliées de la coalition internationale? Ouais, quel est leur rôle? C'est un rôle de gardiennage déjà, donc avec, si vous voulez, c'est un peu une sous-traitance du gardiennage des terroristes. J'avoue que après la chute du califat, parce que l'État islamique existe toujours, donc l'État islamique n'est pas mort, son idéologie encore moins. Oui, oui, c'est ça. Il y a 5 ans seulement le califat qui est tombé. Oui, c'est le califat dans cette zone, puisqu'après il s'est délocalisé un petit peu
comment dirais-je, en Libye où j'étais, etc., etc. Mais cette zone irako-syrienne, effectivement, il y avait une position physique de cet État islamique revendiqué en tant que tel. Et une fois qu'il a été militairement, on arrive à les déstructurer, à les défaire, à les combattre, à les détruire sur le plan matériel. Mais après, sur le plan humain, on les a pas tous tués, donc il faut bien les mettre quelque part. Donc effectivement, il y a eu ces camps qui se sont mis, comme votre interlocuteur le disait parfaitement, dans une sorte, pour moi, c'est une sorte de no-man's land. Ils sont un peu, ils sont là, mais ils sont nulle part en fait. Et ils sont gardés par des gens qui nous ont aidés à combattre cet État islamique. Maintenant, la grande question, c'est et maintenant, que va-t-on faire? Ça fait des années que ça dure. Ce camp va peut-être. C'est une sorte. Alors, je vais faire une comparaison rapide, mais c'est une sorte de Guantanamo dans cette structure-là. Après, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes conditions de gardiennage, etc., etc. Mais c'est vraiment c'est un réel problème parce que c'est un camp où l'idéologie est toujours présente et concentrée. Ça va créer encore, je pense, d'autres candidats au djihad à la sortie de ce camp, et ceux qui ont été rapatriés, je pense également. Alors évidemment, on va revenir sur la menace qu'ils peuvent représenter, sur les enjeux de leur accueil en France. Ce sera évidemment le sujet de notre échange. Avant ça, Benjamin Blanchard, sur ces camps, alors on va rester un peu justement sur ces camps du nord-est syrien. SOS est bien présent en Syrie, mais évidemment pas dans ces camps kurdes. Qui les finance, qui s'occupe de ces camps au-delà évidemment des milices locales? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ONG peut-être internationales qui sont présentes et peut-être parfois dans des postures un peu délicates d'ailleurs? Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas, parce que SOS Chrétien d'Orient travaille bien dans cette zone, évidemment pas dans les camps, puisque c'est pas tout à fait l'objet social de notre association, et je ne sais pas qui intervient là-bas, mais sûrement. Mais ce qui est certain, c'est que ces camps ne sont pas très sécurisés, en tout cas, ils ne sont pas tout à fait imperméables. Il y a eu plusieurs émeutes, il y a eu plusieurs grands mouvements de fuite. Donc finalement, que faire? C'est vraiment la question qu'on se pose, parce que donc depuis la défaite en tout cas locale de l'État islamique, enfants et mères de djihadistes évoluent donc dans ces camps. On a compris qu'ils étaient pas forcément d'ailleurs sécurisés, donc ça pose un vrai problème, hein, vous l'avez dit, pour les pays qui accueillent ces camps et qui n'ont rien demandé, la Syrie en l'occurrence. Donc il y a un vrai problème pour la sécurité évidemment de ces pays, mais aussi pour la France s'ils rapatrient ces enfants, ces nombreux enfants et leur mère. L'enjeu est aussi celui donc de la réintégration à la société. Pierre Martinet, là-dessus, sur la procédure pour eux concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les mères sont sous le coup de la loi? Est-ce qu'il y a des peines de prison qui sont envisagées pour celles qui ont rejoint Daesh quand même? Et pour ces enfants, eux n'ont rien demandé. Alors c'est là la grande complexité de cette situation, parce que effectivement, les enfants, certains sont même nés là-bas, je crois. Hein. Effectivement, les enfants n'ont rien demandé. Pour les mères qui ont été rapatriées et qui étaient avec l'État islamique, qui ont suivi leur conjoint ou qui sont allés de leur propre initiative pour comment dirais-je, adhérer à cette idéologie, adhérer au projet. Elles ont adhéré au projet de l'État islamique. Et épouser des soldats sur place. Ouais. Et poser certaines des soldats sur place. Alors moi, je suis assez clair sur ce sujet, parce que dans une, on va dire, là en particulier c'est le terrorisme, mais dans une, comment dirais-je, dans une unité combattante conventionnelle, légale, il n'y a pas que celui qui tient le fusil qui est important. Toute la chaîne est importante, c'est-à-dire que le soutien, tout ce qu'on peut considérer comme non combattant, ça fait partie intégrante de la mission. Donc les femmes qui sont parties là-bas et qui vous disent non, mais moi je combattais pas, moi je les considère comme celui qui tenait la Kalachnikov et qui tuait et qui égorgeait ou qui commettait des crimes atroces. C'est exactement la même chose, elles font partie intégrante de la chaîne. Après, elles ont effectivement été arrêtées en France. La plupart ont été arrêtées en France, certaines condamnées, je crois.
d'autres mis sous contrôle judiciaire. Alors, j'ai pas tous les éléments, mais si vous voulez, ces femmes qui sont parties là-bas, à un moment donné, elles ont fait le choix de rejoindre l'État islamique. C'était pas une aventure. C'était pas une aventure comme certaines ont pu le dire. Non, on est allé voir, on voulait de l'aventure. Non, non, elles sont pas parties en Inde ou dans un autre pays. Pour Elles les sont femmes, parties faire. on comprend bien qu'il y a une complicité, Voilà. vous en parlez. Pour les Non, mais enfants, moi, en revanche. alors pour moi, les enfants, c'est très compliqué. Si on se place du côté humain, effectivement, on va les rapatrier et essayer de les intégrer dans la société française et les suivre. Maintenant, moi, je pense, comme l'ancien procureur antiterroriste, que ce sont des bombes à retardement. Mm. Les femmes, ce sont des grenades dégoupillées. Les femmes qu'on a rapatriées, ce sont des grenades dégoupillées. Et les enfants, ce sont des bombes à retardement. Alors ça, Alors, une c'était fois qu'on a... les mots du procureur antiterroriste, l'ancien, pardon, François Molin. Voilà, moi je le pense depuis toujours. Hein. Pour moi, je l'ai même écrit. Les femmes, ce sont des grenades dégoupillées qu'on rapatrie. Tout ce qu'on a rapatrié, ce sont des grenades dégoupillées. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la grande complexité, c'est une fois que vous avez des grenades dégoupillées sur le territoire français ou des enfants qui sont des bombes à retardement, on les suit. Mais comment on les suit? Jusqu'à quand on les suit? Avec quoi on les suit? Qui va les suivre? C'est impossible pour les services de renseignement aujourd'hui de suivre tous ceux qu'on a rapatriés. Et je termine juste là-dessus. Il y a tous ceux qui sortent de prison également à surveiller. Donc c'est infaisable. Alors justement, vous avez parlé d'un extrait qui a fait couler beaucoup d'encre évidemment. Des caméras sont sont rendues dans ces camps, ont rencontré ces femmes. J'ai justement ce sonore avec moi. On va vous le faire écouter. Excusez-moi, y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. Voilà, alors Daesh, c'était pas top. Bon, au moins on est clair là-dessus. Certains, voilà, vous peut-être que vous allez au Puy du Fou ou à Disneyland pour vivre une aventure. Eux partent en Syrie, en Irak, non pas pour aider avec l'association SOS, mais pour aller se battre du côté des djihadistes. Waouh. Benjamin Blanchard, justement, sur cette notion de complicité, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Martinez sur le fait que ces femmes, évidemment, sont dans une posture de combattantes, sont les chaînons d'un grand système islamiste dangereux pour la France et pour la Syrie, bien sûr. Mais les enfants, quelle est leur place? Quel est votre regard là-dessus? Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant sur la qualification, le fait que ce soit des grenades dégoupillées et des bombes à retardement. Mais après, sur le reste, je suis toujours un peu étonné, parce qu'en fait, pour moi, le problème, on prend le problème complètement à l'envers. Le problème, c'est la citoyenneté de ces gens. Si ils ont la citoyenneté française, c'est à la France de s'en occuper. Et le premier scandale, c'est que la France les ait laissés partir. C'est-à-dire qu'on laisse diffuser des terroristes ressortissants français se répandre de partout dans le monde. C'est limite, on se transforme en État terroriste. C'est assez hallucinant. Et si à l'époque, pour autant, juste pour rebondir sur ça, on a tenté évidemment d'empêcher des départs. On sait pas, la France peut pas toujours. C'est impossible. De tout temps, il y a eu des djihad. Hein. Oui, mais il y a de tout temps, il y a des djihad, de tout temps, il y a des terroristes, mais quand des États laissent partir à ce point des gens pour aller commettre des actions terroristes ou s'engager, si d'autres États faisaient ça, on ne manquerait pas de les sanctionner, de les incendier et de les mettre au pilori des nations. Mais visiblement, pour la France, quand ce sont pour des États qu'on considère en fait comme nos poubelles, comme l'Irak et la Syrie, ça passe. Ensuite, maintenant, que faire? Ces gens sont ressortissants français. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit on les déchoit de leur nationalité, si c'est possible, parce que encore faut-il que les conditions soient remplies. Notamment, je crois qu'il faut qu'ils aient d'autres nationalités. Je suis pas spécialiste du droit de la nationalité. Mais soit on les déchoit de la nationalité, et là, dans ce cas-là, on peut en discuter, mais tant qu'ils sont ressortissants français, c'est évidemment à la France de s'en occuper. Et ensuite, le cas de dire c'est une bombe à retardement ou une grenade dégoupillée, donc il faut les laisser là-bas, mais c'est exactement l'inverse. Parce que là-bas, alors je sais bien que nos prisons ne sont pas très sûres, que finalement en France, une fois qu'on rentre en prison, on finit toujours par en ressortir, ou la plupart du temps, je suis d'accord.
Mais que penser de camps qui sont en Syrie, mais dans une zone même pas contrôlée par le gouvernement, contrôlée par des milices que nous considérons nous-mêmes comme terroristes, donc c'est-à-dire qu'on donne des terroristes contrôlés dans un camp surveillé par d'autres personnes que nous considérons comme terroristes. Bon, il y a les bons terroristes, il y a les méchants terroristes. Donc les islamistes sont les méchants terroristes, mais les marxistes-léninistes du PKK sont des bons terroristes. Ça, c'est... je suis un peu ironique évidemment, mais que penser de ceux qui sont dans les prisons irakiennes ou syriennes? Alors l'Irak est un État allié de la France, donc on espère lui faire confiance pour la gestion de ces prisons. Oui, d'accord, mais en attendant, l'Irak est un pays très instable. On voit bien que le gouvernement irakien n'est pas très stable et on ne peut pas savoir si dans 10 ans, le gouvernement sera toujours là, les prisons seront toujours gardées. Quant à la Syrie, enfin, est-ce que le gouvernement syrien, est-ce que c'est bien logique de donner nos ressortissants à être gardés dans les prisons d'un gouvernement qu'on ne reconnaît pas, avec qui on est ouvertement fâché, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de relations diplomatiques, etc., et à qui on veut plutôt du mal, et qui donc en retour nous veut sûrement du mal. Et il n'est absolument pas interdit de penser que le gouvernement syrien s'amuse à relâcher, pourrait le faire en tout cas, s'il avait envie d'embêter la France, à relâcher des ressortissants français et à les laisser partir en bateau vers l'Europe pour commettre des attentats en France. Ça pourrait être un moyen de pression. Ce n'est absolument pas une garantie de sécurité, parce que soit on est dans des zones sans État, soit on est avec, notamment en Syrie, un État qui est hostile à la France, puisque la France lui est hostile, donc avec un État avec lequel nous n'avons aucun rapport. Donc je trouve ça un peu hallucinant de penser que vite débarrassons-nous du problème, donnons-le à eux, alors que en plus ce sont nos ressortissants, donc ils n'ont rien à voir avec la Syrie, ce sont même pas d'anciens Syriens, hein. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la Syrie ou l'Irak. Donnons-leur à s'en occuper, alors même que soit ils ne sont pas capables de s'en occuper, soit ils pourraient mal s'en occuper, et même intentionnellement. On l'a bien compris, la complexité du problème. Évidemment, s'ils n'ont pas d'autres nationalités, ils ne peuvent pas être déchus, sinon ils seraient apatrides, ça pose un problème. Pour autant, c'est vrai que comme on se pose la question, comme il y a eu la création de cet État islamique, est-ce que une certaine nationalité leur pourrait être accordée sur ce volet-là, c'est-à-dire qu'ils seraient jugés donc par une cour internationale évidemment, et non plus par les Kurdes alliés ou alors les Syriens. D'ailleurs, on aurait aussi pu se poser la question, vous avez parlé des Syriens qui sont évidemment, du point de vue de la France, ne sont pas leur allié Bachar el-Assad, mais pourtant qui peut-être voudraient juger justement ces Français qui sont venus sur leur territoire et pourraient le faire avec leur justice propre à leur pays, ou une cour internationale. Je ne sais pas si c'est envisageable, en tout cas... Je ne sais pas si c'est envisageable, mais en tout cas, on voit bien que la justice internationale, c'est quelque chose de sensuel, d'assez compliqué à mettre en œuvre, etc. Mais on pourrait aussi envisager, alors je vais peut-être dire des gros mots, mais que la justice française s'applique et soit efficace. On peut peut-être espérer, alors peut-être que c'est un doux rêve, mais on pourrait espérer que la justice française soit capable de juger ses ressortissants qui commettent des actes terroristes. Et on pourrait même espérer que la justice française soit ferme, et même très ferme dans ces cas-là. Après, peut-être faudrait-il revoir les peines encourues. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi cette situation, plutôt que... En fait, cette situation crée beaucoup d'élan pour que les terroristes soient gardés dans les pays destinataires, alors que je trouve qu'elle devrait créer beaucoup d'élan chez ces mêmes personnes pour durcir la réponse pénale française, voire la durcir beaucoup, ce qui ne me choquerait absolument pas. Alors là-dessus, Pierre Martinet, justement sur, au cas échéant, le rapatriement et donc évidemment la justice française qui prend en charge ses mères et la prise en charge de ses enfants, mais là peut-être pas d'un point de vue pénal, mais plus d'un point de vue de l'accompagnement. Comment est-ce que ça peut se passer ? Vous avez parlé évidemment de bombes à retardement tout à l'heure. À quel âge on peut considérer que c'est trop tard ? C'est-à-dire que certains enfants, ils sont nés dans ces camps, n'ont connu que ça, donc évidemment les réacclimater à la France paraît presque insurmontable sans être fataliste. D'autres pour autant ont suivi leurs parents, n'ont pas eu le choix et donc ont grandi dans ces camps mais ont connu la France. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils ont été éduqués à un climat de violence évidente, de haine de l'Occident et peut-être à un désir de vengeance. Alors, est-ce qu'on peut se dire,
voilà, à quel âge c'est encore possible ou c'est trop tard. Vous voyez, s'ils ont vu ces drames, s'ils y ont plus ou moins participé, ou alors il faut vraiment pas avoir cette mentalité et de se dire c'est du cas par âge et et selon leur expérience. Alors, moi, je pense effectivement que c'est du cas par cas. En revanche, je considère que je reste sur ma position. Je considère que ce sont des bombes à retardement. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai participé à la guerre au Liban dans les années 80, en 83, 84. Et il y a des enfants moins de 10 ans, qui devaient avoir entre 5 et 10 ans, qui apportaient des boîtes de chaussures piégées dans des postes de la force multinationale de sécurité de route. Donc il n'y a pas d'âge pour être un terroriste. L'endoctrinement se fait à n'importe quel âge. C'est encore plus facile sur les cerveaux qui ne sont pas encore formés. La grande complexité, c'est effectivement où on met ces gens, comment on les suit. Parce qu'en fait, il y a des signaux faibles. Il y a pas encore de notion de taquillage chez les enfants. Mais chez ces femmes-là dont vous avez passé le son, c'est plus qu'évident. Les femmes, ça va être un peu plus compliqué à surveiller. Et les enfants, c'est les signaux. Il y a des signaux il faudra être attentif aux signaux qui vont être lancés, qui peuvent apparaître. Mais la grande complexité, c'était comment, avec qui, avec quels moyens. Là, je vais employer un terme que je n'aime pas, c'est les moyens humains. Pour surveiller des gens, il faut des moyens humains. C'est pas de temps en temps faire des sondages et de se dire bon, c'est bon, c'est ce que fait en fait, c'est ce que font les services sur certains terroristes, c'est que ils les suivent pendant 2-3 mois sur tous les tableaux numériques, techniques, humains. Et ensuite, s'il ne se passe rien, hop, il lâche l'affaire. Et c'est à ce moment-là que l'individu est capable de passer à l'acte. Mais au-delà de l'action terroriste, que je considère, moi, que j'appelle l'action violente dans le triptyque du projet islamiste, au-delà de cette action qui est la fin de la comète, pour moi, c'est qu'il faut vraiment s'attaquer réellement à ce projet islamiste, à l'idéologie qui nourrit tous ces gens. Parce que là, on va s'attaquer à des conséquences. Effectivement, ces enfants, il va falloir les surveiller. Mais cette idéologie islamiste grandissante en Europe et encore plus depuis le 7 octobre, on ne fait rien pour la stopper. Mais c'est ça, on n'est pas assez ferme avec notamment les réseaux fréristes, etc. Mais on ne fait absolument rien. À aucun moment, j'ai entendu un homme politique se dire on va s'attaquer aux frères musulmans. On a le président de la République a demandé à Darmanin, ou Darmanin a demandé à ses services un rapport sur les frères musulmans. Mais les rapports, il y en a déjà 10 qui sont sortis. J'en ai un chez moi, de rapport, qui date de 2018. Tout est écrit déjà. Donc le constat est fait, mais derrière, il n'y a pas d'action. Si vous voulez, l'action violente, l'action terroriste n'est que la conséquence de ce projet islamiste. Tant qu'on n'admettra pas qu'il y a un réel projet qui a débuté en 1928 avec la naissance des frères musulmans, on aura toujours des gens qui voudront aller faire le djihad. On aura toujours des gens qui voudront aller tuer sur les terrasses. On aura toujours des gens qui voudront aller tuer des gens dans des salles de spectacle, etc., etc., etc. On ne s'en sortira jamais tant qu'on n'aura pas diminué, tari la source idéologique qui alimente ces groupes islamistes. C'est ça le réel projet. Donc aller à la racine du mal. Aller à la racine du mal. Il n'y a aucune personne qui est capable de s'attaquer à ça. Ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Belgique, où on refuse les matchs de foot entre Israël et une autre nation, mais tout ça, ça fait partie du projet islamiste, et on se soumet à ça. Tous les chrétiens qui sont persécutés par Boko Haram, par exemple, et dans d'autres pays, on ne fait rien pour ça. Parce que c'est cette idéologie. Écoutez, il y a une phrase qui me hante depuis que j'étais otage en Libye, c'est les chrétiens ont vous tolère, mais les juifs, faut les éliminer. Voilà le projet qu'ils ont. Donc, il faut bien sûr traiter au cas par cas. Ces enfants, il faudra les surveiller parce que ce sont des bombes à retardement. Certains vont très bien, vont oublier. Certains vont, comment dirais-je, passer à autre chose, vont vivre leur vie, avoir des projets familiaux, professionnels. Il y a pas de souci. Mais d'autres vont rester dans cette idéologie-là. Là-dessus, Benjamin Blanchard, évidemment, on comprend bien, enfin on le sait, le projet islamiste pose un véritable danger pour la France, l'Europe, l'Europe
de toute façon, l'Occident et bien sûr pour le Moyen-Orient, pour les pays sur place, pour la Syrie notamment. Pour autant, voilà, on est au pied de mur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes fataliste là-dessus ? Est-ce que Benjamin, vous pensez qu'une réintroduction de ces enfants et de ces mères à la société est tout de même possible ? Je ne sais pas si elle est possible, mais en tout cas, au bout d'un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je n'oublie pas ce qui s'est passé dans la région et je n'oublie pas que qui combattait ces groupes islamistes, ce sont les armées arabes et kurdes aussi sur le terrain, mais qui les avait soutenus à un moment ? Qui a prétendu que, par exemple, la branche armée d'Al-Qaïda sur le terrain en Syrie faisait du bon travail ? Ce sont les gouvernements proches américains et leurs alliés. Alors c'était pas Daesh directement, mais d'autres qui étaient à peu près aussi commodes et charmants avec des idéologies tout à fait semblables que Daesh, comme tous les groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc au bout d'un moment, on peut pas toujours chérir les causes, les conséquences, etc. Et les États-Unis et la France, parmi ses alliés, a soutenu notamment en Syrie, des groupes armés terroristes islamistes radicaux. Donc ça, c'est un fait. Alors maintenant, on peut pleurer sur le fait qu'il y ait des gens là-dedans et qu'il y ait des Français. Je suis tout à fait d'accord. C'est absolument catastrophique et déplorable. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a une dizaine d'années, on a soutenu ça au nom de la lutte contre le méchant gouvernement syrien de Bachar el-Assad. Donc à partir de ce moment-là, vous me direz, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais il faut quand même le rappeler parce que on n'est pas innocent tout à fait dans cette histoire et c'est pour ça que je suis aussi persuadé qu'il n'y avait pas un grand effort pour empêcher de laisser partir ces terroristes puisque d'un certain côté, ça nous arrangeait. On s'en débarrassait d'une part et de l'autre, ils allaient combattre notre ennemi. Donc, on comprend bien que la solution pourrait être un changement d'alliance. Pour autant, voilà, on n'a plus d'ambassade en Syrie et ce depuis des années maintenant avec la guerre. Est-ce que vous pensez que les relations un jour pourraient s'apaiser ? Parce que évidemment, c'est souhaitable, on le comprend bien. En tout cas, c'est le cas pour d'autres pays qui pourtant étaient au moins aussi actifs que la France. L'ambassade d'Arabie Saoudite en Syrie a réouvert il y a 2-3 jours. L'Italie, il y a quelques semaines, a réouvert pleinement son ambassade. L'Italie qui est membre de l'Union européenne, qui est membre de l'OTAN. Donc oui, nous avons des alliés qui réouvrent leur ambassade. Et en Europe, quelques mois avant, je crois que c'était il y a 1 an, les pays du Sud-Est, donc la Grèce et la Bulgarie et Chypre de mémoire, ont également réouvert leurs ambassades. Donc petit à petit, certains pays reviennent à la raison. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à la raison ? C'est-à-dire prendre en compte la réalité. Qu'on en soit heureux ou qu'on en soit malheureux. Ouvrir une ambassade, c'est pas approuver un gouvernement ou le féliciter pour son travail. Loin de là, on peut avoir des ambassades dans des pays avec lesquels nous ne nous entendons pas. Ce n'est pas le sujet, mais c'est prendre acte de la réalité qui est que le gouvernement syrien est celui-ci, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Et d'autres pays de l'Union européenne ont pris acte de cette réalité, ont pris acte que les choses n'avaient pas tourné comme nous le souhaitions. La France n'en est pas là, hélas. Pourtant, le président de la République lui-même, en 2017, quand il avait été élu, avait fait des déclarations en disant que ça avait été une erreur de fermer l'ambassade et qu'il faudrait reprendre langue. Il avait fait face immédiatement à une levée de bouclier et puis le projet a été aussitôt enterré. Nous sommes en 2024. Donc, 7 ans après, rien n'a bougé et c'est bien malheureux. En tout cas, d'une certaine manière, ça donne espoir de voir que d'autres pays ont pu apaiser leurs relations. On va finir sur ces mots parce que malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais vous remercier particulièrement tous les deux. Pierre Martinet, évidemment, vous êtes ancien agent du service Action de la DGSE, auteur de Pris en otage aux éditions Mareuil, et Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient et patron d'émission sur Radio Courtoisie. C'est un sujet dont on reparlera forcément, évidemment, ces rapatriés enfants de djihadistes en Syrie et puis plus largement, évidemment, le sort, l'avenir de ces pays et puis, bien sûr, le combat contre l'islam radical. Merci à tous les deux.